Le GR20, c'est la traversée de la Corse en partant de Calanzana au nord pour arriver à Conca au sud de l'île. C'est 180 km avec plus de 12 000 mètres de dénivelé positif. Cette randonnée est considérée par beaucoup comme la grande randonnée la plus difficile d'Europe. Mais nous, 4 amis de 17 ans, sans trop d'expérience en grande traversée, on s'est lancé. Notre but, réaliser ce parcours mythique de 16 étapes en 10 jours. Voici notre histoire, celle d'un rêve un peu fou, celle de notre GR20 à nous. Tout a commencé quelques mois plus tôt, au retour d'une randonnée entre potes au lac Bleu, durant laquelle nous avions vu un magnifique lever de soleil en pleine nature. Puis l'idée est venue de vivre ça, mais pas seulement sur un week-end. De faire une grande aventure entre potes. Pas juste un trek, mais quelque chose qui laisse une trace. On pense alors au mythique GR20, celui dont on entend parler depuis longtemps mais qui nous paraissait infaisable à cause de sa réputation. On se renseigne, on regarde des images de crêtes corse, des bivouacs dans cet environnement impressionnant. C'est décidé, Anatole, Siméo, Clément et moi-même allons faire le GR20, et ça en 10 jours, pas un de plus. Du moins, on va essayer. Mais pourquoi le GR20 ? En fait, on avait envie de se surpasser, de voir ce dont on était capable, mais aussi de partager des moments simples et de se couper de nos modes de vie ultra connectés. Avant de partir, on a dû organiser. On a réservé nos emplacements de bivouac, préparé nos sacs, notre nourriture. Tout cela devait être prêt, mais rien ne devait être laissé au hasard, car chaque gramme compte sur notre dos. Et puis il y a une autre décision importante, le sens du parcours. On a choisi de le faire du nord vers le sud, car c'est le sens le plus conventionnel et celui qui nous permet de faire le plus dur d'abord, et après d'avoir une partie un peu moins exigeante. Ensuite, il y avait aussi la préparation physique, qui ne devait pas être négligée. Chacun en avait un peu d'expérience en randonnée, mais on n'avait jamais fait un trek aussi gros. Alors on a planifié quelques randos au printemps, quelques week-ends. Déjà là, notre GR20 commençait. Cette aventure approchait et on avait hâte, car ça représentait pour nous une vraie expérience de vie. On se connaît depuis petit, on a partagé beaucoup de moments ensemble, notamment sur les terrains de foot, mais on était certain que ce sentier nous marquerait. Puis vient le jour J. Le mercredi 18 juin, on part de Lausanne direction la Corse. Là-bas, on est accueilli par Joël, un proche vivant à Lumio, pas loin du départ du GR20. On passe la journée chez lui, on se repose, mais surtout on en profite pour recevoir les conseils de Jean-Noël Santelli, vrai passionné du GR20 qu'il a fait en 3 jours l'an dernier. Le soir, on mange dans l'auberge de la famille Santelli. On rencontre le recordman du sentier, Lambert Santelli qui a parcouru les 180 km en un peu plus de 30 heures. À la fin du repas, son père, Edgar, nous dit une phrase marquante. « Rappelez-vous les jeunes, ce n'est pas vous qui allez faire le GR20, mais le GR20 qui va vous faire. » C'est parti, on s'en va de Calanzana pour arriver 10 jours plus tard à Conca, 180 km plus loin. Aujourd'hui, on fait l'étape 1 pour atteindre Orto di Piube avant la fin de l'après-midi. L'ambiance est bonne, on monte gentiment dans les ruelles de Calanzana, sac sur le dos, gourde pleine. On commence à grimper dans la montagne autour de 9h et il fait déjà très chaud. On rencontre nos premiers randonneurs. Bonjour. Puis la montre sonne. Kilomètre 1. Il faut aussi que je vous présente l'équipe. Lui, c'est Siméo. C'est pas un touriste qui s'est perdu sur le GR20. C'est notre pote, juste il s'est déboîté l'épaule 10 jours avant de partir, donc on s'est réparti ses affaires. C'est bon ça. Comment va? Ça joue. Ensuite, lui, c'est Clément. Il est très lent dans les montées, mais il a une sacrée descente. C'est Clément. On prend une petite cuvée là, j'ai soif. Et lui, c'est Anatole. Toujours avec son bob, il a beaucoup d'expérience en rando. C'est certainement celui qui a le moins souffert sur le GR20. Et enfin, lui, c'est moi, Martin, celui qui a eu la brillante idée d'embarquer tout ce monde dans cette aventure. Cette première étape nous avait été décrite comme un échauffement, et avec ça, très vite on se rend compte du défi qui nous attend. Les montées sont raides, le soleil tape, et les sacs passent déjà lourds. Ouais, je pensais pas que ça allait être si raide et... On fait presque 1003 de D+, aujourd'hui, donc ouais. Les premières montées font déjà mal, et après une bonne pause,
on repart gentiment. Après plus de 6 heures de marche, on voit enfin le refuge d'Orthodipub où on passera la nuit. Et là, c'est une autre ambiance. Le confort est minimal, douche froide, toilettes sèches, l'eau potable à 200 mètres du campement. On comprend vite que les conditions vont être rudes. Mais à côté de ça, on découvre l'ambiance des refuges. Les repas partagés, les discussions avec les autres randonneurs. C'est le début de rencontres qui vont marquer tout notre trek. On se couche tôt, fatigué mais content. Le GR20 s'est lancé pour de vrai. 10 jours dans la montagne corse, c'est parti. Après une première nuit en bivouac, c'est au tour du premier réveil de sonner à 5 heures précises. Moi j'ai très mal dormi. Et c'est 2 grosses étapes, donc on verra, mais ça va s'annoncer compliqué. Rapidement, on entre dans la partie technique, avec les premières chaînes d'escalade, les premiers passages où il faut s'aider des mains pour grimper. C'est raide, ça ne s'arrête jamais, et honnêtement, parfois c'est même désespérant. On marche 1 heure, on regarde nos montres, à peine 1 kilomètre de parcouru. C'est là la vraie difficulté du GR20. C'est pas sa longueur, mais bien son dénivelé et sa technicité qui mettent le corps chaque jour à rude épreuve. Et les premières étapes ne font pas exception, parce que durant la dernière descente avant le refuge, on commence à ressentir nos premières douleurs. Ça met un coup au moral parce qu'on sait qu'on n'a clairement pas fait le plus dur. Mais bon, on continue, et on arrive gentiment au refuge de Karozu, où on se ravitaille, et on profite de prendre une bonne pause. Ensuite, on repart, et quelques heures après, une pause est de nouveau nécessaire. On arrive à un petit lac d'altitude, un bijou au milieu des montagnes. On se baigne, et ça fait un bien fou. C'est ce genre de moment qui donne un peu de souffle avant de repartir. On prend conscience que ces instants de retour au calme seront primordiaux si on veut atteindre l'objectif final. « 12 heures après notre départ, on descend une dernière fois avant d'arriver au refuge d'Ascostano. Là-bas, on y retrouve nos compagnons de la veille. Certains nous accompagneront tout au long de notre périple en Corse, et d'autres abandonneront en route. Troisième jour, c'est aujourd'hui qu'on grimpe jusqu'au point le plus haut du GR20, la pointe des éboulis à plus de 2600 mètres d'altitude. La montée fait mal, il y a beaucoup de passages très techniques où on escalade presque la montagne. Mais en haut, la vue est magnifique. On a face à nous le Monte Cento, le toit de la Corse. On se sent minuscule, mais en même temps, on comprend pourquoi on est venu là. Pour se dépasser, voir des paysages uniques, tester nos limites. Et tout ça, on est en train de le vivre. On repart vite sur la descente car au début on voulait doubler l'étape, histoire d'anticiper le gros jour qui arrive après. Finalement, en arrivant au refuge, le gardien TJ2 nous a déconseillé de repartir parce que des orages étaient annoncés. On l'a écouté et on a bien fait. Parce qu'à peine arrivé au refuge, le ciel s'est couvert et la pluie s'est mise à tomber fort. Alors au lieu de marcher, on a pris le temps de souffler. Une journée de repos, de lessive, de discussion. Et tout ça dans un décor magnifique. Suspendu à la montagne avec une vue imprenable sur la vallée, TJ2 est un refuge à part. Il respire l'authenticité corse. Un chalet rustique, perché au milieu de la roche, tenu par des gardiens accueillants et fiers de leur montagne. Après même pas 3 jours, je crois bien qu'on tient déjà notre refuge coup de cœur. Le soir, l'ambiance était conviviale, presque familiale. Comme si on connaissait déjà tous ces randonneurs. On avait envie de rester là plus longtemps, mais malheureusement, encore plus de la moitié du GR20 nous attend. 4e jour, réveil à 3h45 pour notre plus grosse journée. Réveil de bon matin. Et donc là on va lever le camp pour attaquer presque 30 kills. Donc l'étape 5-6. On commence la journée à la frontale, dans le froid. L'ambiance est calme, mais les jambes sont déjà lourdes. Très vite, on a mal partout. Clément est malade, moi j'ai les articulations qui souffrent, et il nous reste encore plus de 25 km à parcourir. Et demain, rebelote.
Le moral est pas au top et on commence même à se demander si on tiendra jusqu'au bout. Est-ce qu'on n'aurait pas sous-estimé la difficulté du GR20 ? On sait pas, mais hors de question d'abandonner maintenant. Il faut juste mettre une jambe devant l'autre et continuer d'avancer. On essaie de déconnecter le cerveau et de profiter de la chance qu'on a d'être ici. Mais avec la fatigue, un petit moment de déconcentration peut être dangereux. Ah putain. Heureusement, plus de peur que de mal, et j'ai pu repartir sans problème. Mais ça vaut de rappel à l'ordre. Autour de 8 heures, on touche à la fin de l'étape 5, mais tout d'un coup, quelque chose nous empêche d'avancer. Bon, on est bloqué, hein. Effectivement, sur le GR20, on n'est jamais à l'abri de rencontres inattendues. Une fois le refuge atteint, on prend un petit déjeuner, puis on repart. Pendant cette journée, on passe par différents paysages. Des plaines, des piscines naturelles, des forêts, des montagnes. T'as croisé mon collègue ou pas? Ouais, il est juste là, il arrive, je crois. Il est dans le jeu, hein. Ouais. Et après des heures de marche, un peu dans le mal, on atteint le lac de Niño. Là-bas, c'est le calme absolu. C'est comme une délivrance au milieu de l'effort. On se pose, on respire, un moment où le temps s'arrête. Cinquième jour, on enchaîne 2 grosses étapes jusqu'à Londa pour un total de 25 km. Dans nos têtes, si on passe ça, on aura bientôt fini le nord et ça nous motive beaucoup. On découvre nos premiers passages de neige. Rien de dangereux, mais ça rappelle qu'on est vraiment en montagne. Arrivé à Pietra. Plus tard, on prend la variante par les crêtes. Il faut pas mettre un pied de travers parce que là, pas le droit à l'erreur. Au refuge de Londa, notre groupe s'agrandit. On rencontre nos premiers randonneurs suisses, avec qui on parle de notre vie d'ici, de nos gymnases, etc. avant de regagner nos tentes pour une bonne nuit de sommeil. 6e jour. On quitte Londa tôt le matin direction Vidzavon, le point charnière du GR20 qui sépare le nord du sud. C'est environ 6 heures. On est mort. Moi j'ai un peu mal au genou. Mais je pense que ça ira. Le but c'est d'arriver à Vidzavona avant midi. Comme ça, on peut bien manger là-bas et tout. Parce que c'est un village. Donc c'est quelque chose qu'on aura une seule fois dans le parcours. Un endroit où on pourra bien se ravitailler. On sent qu'on a bientôt fait le plus dur, le moral est de retour. La partie sud annoncée comme moins exigeante est maintenant plus qu'à quelques kilomètres. En descendant, on tombe sur une petite crique presque paradisiaque, où on prend le temps de s'amuser un peu, tout en se reposant. À Vidzavona, tout change. Les forêts remplacent les cailloux, la température augmente, on sent qu'on commence un nouveau GR20, comme si on changeait de pays. Le sud est un peu plus roulant, et on arrive tranquillement à Capanel. Avec la bonne ambiance, on fête la fin de l'étape 10 et la fin de notre GR Nord. 7e jour. Les douleurs physiques s'apaisent un peu, mais la fatigue mentale commence à peser. On se dit qu'on n'a jamais été aussi proche de Conca, et on part dans la bonne humeur. Ouais, mais on va se baigner là.
Les paysages changent mais sont toujours aussi magnifiques et on profite vraiment du rythme qu'on a trouvé. On fait une petite halte au col de Verde, puis on repart sur la montée pour la fin de cette étape 11. Au refuge de Prati, on admire une magnifique vue sur une mer de nuages. On va aller remplir les poches, non? Et se brosser les dents et se coucher. Puis on s'endort tôt afin de reprendre des forces pour les 3 derniers jours de notre aventure. 8e jour. On se lève tôt encore une fois, mais cette fois c'est différent. Une fois nos sacs prêts, on part gentiment pour les étapes 12 et 13 et le stress de ne pas terminer le sentier diminue. Ça va mon fils? Ça va et vous? C'est tranquille pour l'instant. On va en direction des bergeries de Matalza. Il est environ 12h30. On se sent bien. On a presque plus que la descente. Une étape de 4h30, 50 annoncée. Et je pense qu'on va mettre un peu moins. La journée se passe bien et les douleurs laissent place au plaisir et on en profite pour décompresser un peu. Je peux que tourne la balle en boucle. Ils sont même sur Snap et sur Facebook. Je fais que des plans, je fais le plein, je passe par Valplan, je vécu pleusin. À la zone, en l'asile m'a vu mettre des coups de frein. En l'asile m'a vu mettre des coups de frein. Je t'équipe en zoom, soudés ensemble. Pas de poussette, entre nous on s'aide, qui est qui on le sait. Si un fois on le sent, s'il y en a un qui fait le fou, direct on le sort. Le soir, on arrive sur le fameux plateau des cochons en français. Enfin, On entre dans le plateau du Colchon. magnifique les gars. Pression 4-5. Les gars, 102,50, c'est bon. On y va, les gars. Voilà. On retrouve nos petites troupes de randonneurs avec qui on passe une bonne soirée. Dans ces moments-là, on est juste reconnaissant d'être ici, en train de se reconnecter à la nature et de profiter de chaque instant. Neuvième jour. On sait qu'on approche gentiment de la fin, mais il reste encore 2 grosses étapes à avaler aujourd'hui et une demain. On quitte Matalza au lever du jour, après un petit déjeuner simple mais efficace. Tu fais quoi aujourd'hui? Quelle étape? Alors aujourd'hui, mec, j'ai hyper froid. Hyper froid. Parfois, comme Ça, ça. aujourd'hui, on double. On traverse le plateau des cochons, c'est calme, ouvert, ça nous change du nord et de ses pierriers. On marche vite, presque trop vite, comme si on voulait déjà en finir. On voulait pas en finir avec le moment de joie et de partage, mais le corps souffrait. C'est beau. Puis après une pause au refuge d'Azinao, on s'attaque à la vraie difficulté du jour, les aigus de Bavella. C'est certainement notre dernière montée, avant la descente finale jusqu'à Conca. Cette variante alpine nous avait été recommandée, et elle n'a pas déçu. En effet, quand le nord commençait à peine à nous manquer, le revoilà, avec la roche, les bâtons qui tapent les cailloux et les passages techniques. Ici, on passe par les plus grosses chaînes de notre GR20. On descend jusqu'au col de Bavella, et c'est un contraste brutal avec les sentiers. Il y a les touristes, les voitures, les restos. On s'offre une pause pizza presque irréelle après 9 jours de marche et de nourriture pas top. Une fois le ventre plein,
on repart. Et puis encore quelques kilomètres et on atteint Paléry, notre dernier refuge. Ici, l'ambiance est incroyable. On retrouve nos compagnons du GR20, on joue aux cartes, on rit. Demain, c'est la fin pour tous. Réveil à 5h. Là, on va voir un peu le lever du soleil. Je crois que c'est assez magnifique. Ça y est, c'est le dernier jour de notre GR20. Juste avant de partir, on s'arrête quelques instants. Devant nous, le soleil se lève lentement sur les montagnes corses, comme pour nous offrir un dernier cadeau. À cet instant, on comprend pourquoi on a tenu, pourquoi on a supporté la fatigue, les douleurs, les montées sans fin. Parce qu'au bout de tout ça, il y a ce moment suspendu hors du temps. Le sentier descend tranquillement, rien de technique, rien de dangereux, mais chaque pas pèse. On se pose quelques instants et juste on admire ces derniers paysages corses. On repense aux chaînes d'escalade, aux pirées sans fin et aux rencontres. Certainement plein de personnes qu'on reverra jamais, mais avec qui on est lié grâce au GR20. Comme nous a dit un randonneur un soir, sur le GR20 t'es jamais vraiment seul, tellement tu fais de rencontres. Et ça on peut le confirmer. En fait c'est comme si on avait créé une famille de GR20istes. On se rend pas compte que bientôt, tout ça sera plus que des souvenirs, parce qu'on arrive gentiment à Konka. Puis au détour d'un virage, le panneau apparaît. On réalise pas vraiment, on décompresse juste, content d'avoir fini ce sentier. Let's go! 10 jours dans les montagnes corses, c'est ici que tout s'arrête. Retrouver la civilisation, c'est une sensation étrange après des jours sans entendre les voitures, les trains, sans voir les gens sur leur téléphone. Tout ce qu'on avait oublié revient d'un coup. Même si sur le moment, un peu de confort fait du bien, on se rend très vite compte à quel point cette reconnexion nous a ressourcés. Là-haut, tout était simple, naturel, sans artifice. Et ce qui est sûr, c'est que ça nous manquera. Quelque temps après notre retour en Suisse, on a trouvé important de revenir sur cette expérience tous les 4. 2 mois après ce retour de GR, comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui vous reste un peu en tête de ce GR20? C'est vraiment, je pense, l'expérience qu'on a vécue, avec du recul, elle était vraiment incroyable. Et je pense qu'on s'en rendait pas compte tout de suite quand on l'a fini. En fait, je m'attendais, quand on a fini, vraiment quand on est arrivé à Konka, je m'attendais vraiment à un soulagement comme ça, mais j'étais encore dedans. Enfin, j'ai mis vraiment... On se rendait pas compte que c'était fini. C'est ça, j'ai mis un moment à sortir du truc et de me dire, ah mais là, on l'a vraiment fait, quoi, on l'a vraiment fini. Avant de partir, est-ce que vous vous sentiez prêt? Moi je pense que forcément les derniers jours qui ont vraiment précédé le GR, je pense au moment où on était chez Joël, là ça commençait à monter je pense un peu le stress. Avant je réalisais pas trop en fait le défi qui nous attendait. On se dit que ça va pas être facile, il y a le stress qui monte. Et ouais là ça pose un peu le contexte. C'est quoi le moment le plus dur pour vous sur le GR20? Au sud, c'était juste parce que mentalement ça se tirait et je trouvais ça juste trop long. C'était long. Et mentalement, moi j'en avais Ah ouais? marre. Plutôt la partie sud où il y a plus de kilomètres mais moins dénivelé. Voilà. Ouais. Pour moi, c'était un des moments là où je me suis dit, mais j'en ai juste marre là. Aussi la fatigue du nord, quoi, aussi qui venait. Je pense que c'était le deuxième jour. Parce que déjà, comme Anatole, le premier jour, c'était assez mal passé. Enfin, Ouais, t'étais malade. j'étais malade physiquement déjà. Je sentais rien, mais voilà, tu te dis, il reste 9 jours. Comment je vais faire pour tenir? Surtout quand on nous avait dit que c'était un échauffement. Mais le deuxième jour, j'ai surtout senti des douleurs au niveau de mon quadriceps. Et c'est là où je me suis dit, comment je vais faire? Voilà, on n'avait même pas commencé la partie nord. On savait très bien qu'on n'avait pas du tout fait le plus dur. Et je pense que c'était là, en fait. Pendant le GR20, qu'est-ce qui vous a le plus manqué? Que ce soit niveau nourriture, niveau confort? On l'a dit plusieurs fois, non? C'était notre lit. Moi, je pense clairement aussi, en plus du lit, il y avait les habits propres. Parce qu'au fur et à mesure des jours qui avançaient, nos habits, on avait beau faire des machines à la main, nos habits commençaient toujours à sentir. Et puis, on mettait toujours les mêmes habits. C'était un peu horrible. Si on devait résumer le GR20 avec des anecdotes, ce serait lesquelles les plus marquantes?
Je sais pas si c'est vraiment des anecdotes, mais il y a eu vraiment des moments charnières, enfin des moments où je me suis vraiment dit ah on est là, on le fait, on est en train de le faire et ça va le faire. Par exemple, à Matalza, où on était là à jouer aux cartes, à boire des bières. Ah ouais. C'était un peu, des fois c'était des moments qui étaient un peu hors du temps où on réalisait pas trop en fait qu'on était en train de faire la rando la plus dure d'Europe. C'est quoi l'endroit qui vous a plus marqué au niveau des paysages? C'était le dernier jour, quand on s'est levé. J'ai jamais vu un lever de soleil comme ça. Avec des montagnes aussi belles. On dirait un peu les Dolomites, avec des pics, des En fait, on avait vraiment le lever de soleil sur les montagnes. Sur les montagnes avec la mer au loin. En plus, on avait du temps, on savait qu'on allait finir. Est-ce qu'il y a des aspects du GR20 qui vous manquent 2 mois après ou pas? Le retour à la nature. En fait, c'est la connexion où t'es perdu et t'avances juste. Et puis t'as rien en fait autour de toi. Et aussi les rencontres, moi je pense. Parce que même si genre on les a vus pas tant que ça au final, mais en fait on était vraiment liés je trouve. En plus, c'est ces rencontres-là, parce que c'était vraiment un rapport à l'autre dans l'inconfort. On était tous en train de galérer, de souffrir. On était tous dirigés vers le même objectif. Et je pense que c'est ça qui rendait nos rapports beaucoup plus naturels en fait avec les autres. On pensait pas vraiment que ça rythmait comme ça notre GR20 et qu'on rencontrait autant de personnes. Parce qu'en fait, le GR20, même si on le fait les 4, on pourrait se dire on reste qu'entre nous 4 quoi. Non, c'est pas ça l'esprit de la montagne. L'esprit de la montagne, c'est vraiment le partage. On entendait des histoires un peu, on apprenait aussi des plus expérimentés. C'est quoi les changements pour vous après ce GR20 par rapport à votre rapport à la montagne ou même entre nous ou à vous-même? Non, je pense qu'on a beaucoup appris. On a beaucoup appris des autres, on a beaucoup renforcé nos amitiés dans ce GR. Et le travail sur nous-mêmes a été incroyable. Maintenant, on sait un peu justement juger comment notre corps fonctionne, on sait beaucoup écouter notre corps, je pense. On va s'en souvenir toute notre vie de cette expérience, quoi. Ouais, c'est clairement une histoire que on pourra raconter à nos enfants, à nos petits-enfants. Et on est un peu tous liés déjà entre nous parce qu'on a fait ce GR20 ensemble et aussi avec les autres randonneurs qu'on a rencontrés. On est liés avec eux par ce truc qu'on a vécu ensemble. Ça y est, cette aventure touche à sa fin. Le GR20, on l'a rêvé, on l'a redouté et aujourd'hui on l'a vécu. L'idée de faire ce sentier, elle est partie d'une envie simple. Découvrir, expérimenter, se dépasser. Au début, on partait dans l'inconnu, mais ce qui nous tenait le plus à cœur, ce n'était pas de réussir le GR20, parce que ça on n'en avait aucune certitude, mais de vivre pleinement cette expérience. Et c'est ce qu'on a fait. Malgré le confort minimal des bivouacs, on a trouvé notre bonheur dans les choses simples. Une discussion autour d'un jeu de cartes accompagné d'un bout de saucisson, une baignade à l'improviste, un rayon de soleil, ou encore une main tendue pour nous aider à grimper le rocher. C'est tout ça qui a suffi à nous rendre heureux. Ce qui est incroyable en montagne, c'est qu'on se retrouve libéré de tout poids de notre vie quotidienne. Juste l'air frais, le souffle, et ce silence immense qui remet les idées en place. On s'est rendu compte que là-haut, chaque difficulté avait un sens, que les moments de doute servaient à amplifier ceux de bonheur. Et surtout, on n'est jamais vraiment seul. Même dans les moments d'épuisement, il y a toujours un bras tendu, un mot d'encouragement et un regard complice. Ces rencontres, c'est peut-être ça la vraie beauté du GR20. Dans nos vies trop rapides, trop connectées, on oublie souvent de ralentir, de juste regarder autour de soi. Le GR20 nous a rappelé que le bonheur, parfois c'est juste d'être là, dans l'instant présent, sans chercher plus loin. Alors oui, c'est fini, mais en réalité, ce genre d'aventure ne se termine jamais vraiment. Parce que d'une certaine manière, on est toujours là-haut, sur notre montagne.